Petite question. Que se passe-t-il quand on prend un fan de cinéma, qu'on lui met un complet cravate violet et un chandail de Batman en écoutant du Danny Elfman? Vous savez ce que ça veut dire. C'est parti pour cette critique de Batman sur Cinemaximus. Joue la musique, mon Danny! Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bienvenue sur Cinemaximus pour cette première critique de cette rétrospective sur Batman. Je suis votre animateur, Max, vous pouvez m'appeler Maxime ou Maximus, c'est comme vous voulez. Et aujourd'hui, nous commençons une rétrospective couvrant 8 films de 3 séries différentes, allant de 1989 jusqu'à 2017. Certains se demanderont pourquoi je ne parlerai pas dans cette rétrospective du Batman des années 60 ou encore de Batman, la série animée. Eh bien, rassurez-vous, je vais leur accorder leur propre rétrospective, considérant que 2 séries télé couvrant plus de 100 épisodes chacune méritent leur propre rétrospective pour parler du bon et du moins bon de celle-ci. Quoiqu'en parlant de Batman, la série animée et du Batman des années 60, c'est plus du bon tout court. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un certain film qui s'appelle tout simplement Batman, sorti en 1989. J'ai considéré que c'était approprié d'en parler parce que, eh bien, on est en 2020 et les cinémas ne sont toujours pas rouverts où j'habite présentement. Et bien sûr, parce que nous aurons un nouveau film de Batman qui sortira l'année prochaine, réalisé par Matt Reeves et mettant en vedette Robert Pattinson. Moi, personnellement, je ne sais pas pour vous, mais je l'attends avec impatience. Avant de parler du film, il faudrait d'abord faire un petit historique, parce que ce film, Batman, il avait une longue histoire bien avant même que la production commence. Parce qu'avant 1989, quand on parlait de Batman, on l'associait encore avec ceci. Le Batman des années 60, série télé très populaire pour l'époque, mettant en vedette Adam West et Burt Ward. Eh bien, c'était surtout une série humoristique, un peu parodique du personnage. Alors, quand on parlait de Batman, on parlait surtout de comédie, on parlait de blagues, de jeux de mots poches et de ci et de ça. Et puis, les studios savaient comme pas trop quoi faire avec un film de Batman. Au départ, c'était censé être une comédie mettant en vedette, tenez-vous bien, Robin Williams dans le rôle du Joker et nul autre que Bill Murray de Ghostbusters et du Jour de la Marmotte, qui allait être Batman lui-même. Oui, nous vivons dans un monde où Bill Murray a presque joué Batman. Ok. Ensuite, ça devait être un film d'action, mettant en vedette Tom Selleck dans le rôle titre, Monsieur Baseball lui-même, et David Bowie dans le rôle du Joker. Le David Bowie. Nous vivons dans un monde où David Bowie a presque joué le Joker. Ok. Et enfin, quand le projet est arrivé sur Tim Burton, jeune réalisateur à l'époque connu pour seulement 2 films, dont Beetlejuice, mettant également en vedette Michael Keaton, là, le projet est devenu tout de même fantaisiste, mais un peu plus sérieux tout de même. Et pour l'aider dans la réalisation de ce film, il s'est entouré d'une excellente brochette d'acteurs, donc comme mentionné plus tôt, Michael Keaton dans le rôle de Batman et son alter ego Bruce Wayne, Kim Basinger, Michael Goff, Robert Wuhl, Pat Hingle, Billy D. Williams, oui, Lando Calrissian est dans un film de Batman, même 2, mais ça je vais y venir plus tard, et l'incomparable Jack Nicholson dans le rôle du Joker. Maintenant qu'on est hors de l'introduction, il faut parler de l'histoire du film. Et attention, je tiens à vous le dire d'avance, je vais parler de l'histoire du film en détail du début jusqu'à la fin, avec un petit résumé, ce qui m'a sauté aux yeux en l'écoutant. Alors, l'histoire de Batman. Je vais tenir la pochette aussi. En des temps où l'existence du justicier Batman n'est encore qu'un mythe dans la métropole de Gotham City, le milliardaire excentrique et solitaire Bruce Wayne, joué par Michael Keaton, se doit de devenir plus actif dans son rôle de justicier masqué, alors que Gotham est face à la plus grande menace qu'elle ait jamais vécue jusqu'à ce jour. Un gangster au sens de l'humour des plus sadiques, que l'on appelle le Joker, joué par Jack Nicholson. Pendant ce temps, la reporter Vicky Vale est en visite à Gotham. Pour enquêter sur le mystérieux Batman, elle s'amourage de Bruce Wayne et risque de mettre au jour ses plus terribles secrets. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, vous vous demandez sûrement, un instant, Bruce Wayne est déjà Batman en commençant le film, et c'est le premier de la série? Quoi? Eh bien oui!
Oui, oui et oui. Bruce Wayne est déjà Batman au début du film. Ce n'est pas l'histoire des origines de Batman. On part dans l'action et ce, dès le début. Un truc que j'apprécie vraiment du film, c'est qu'il prend son temps au départ, pour les premières 30-35 minutes, à établir toutes les situations, les personnages, les lieux, et il y en a beaucoup à établir, il y a beaucoup de monde dans le film. Juste pour en faire un petit résumé, Vicky Vale qui vient d'arriver à Gotham pour enquêter sur Batman, le journaliste Alexandre Knox qui lui aussi enquête sur Batman et fait équipe avec Vicky mais personne ne le prend au sérieux, le conseil de ville qui veut organiser le bicentenaire de la ville de Gotham, la corruption de la police locale, Bruce qui développe une relation assez proche avec Vicky, et enfin le mafieux Jack Napier, joué par Nicholson, et ses tensions tendues entre lui et le parrain Carl Grissom, son patron. Côté origine, c'est celle du Joker qui est mis à l'avant-plan dans le film. On passe un solide 30 minutes à connaître et à apprendre à connaître Jack avant qu'il ne devienne le Joker. Et ça, c'est un fait intéressant parce que jamais autant d'attention n'avait été mis aux origines du personnage. Même la bande dessinée qui la raconte, The Killing Joke d'Alan Moore et Brian Boland, n'offre qu'une hypothèse avec peu de crédibilité sur les origines du clown qu'on aime tant. Pour vous donner une idée, ce n'est que 30 ans plus tard, en 2019, que les origines du Joker seront dévoilées plus en détail dans le film Joker, mettant en vedette Joaquin Phoenix et Robert De Niro. L'instant que Jack devient le Joker, le film devient instantanément plus intense, plus drôle et plus mémorable. Et le reste du film se développe entre le développement de la passion entre Bruce et Vicky, la passion même du Joker envers Vicky, ce qui peut sembler assez inattendu aujourd'hui. Il faut penser que Harley Quinn n'existait pas encore dans les bandes dessinées en 1989, jusqu'à une confrontation assez étonnante entre Bruce et le Joker, où le Joker lui dit une phrase qui résonne avec lui. Une phrase disant « As-tu déjà dansé avec le diable au clair de lune ?» Eh bien, il se trouve que c'est cette exacte phrase que Jack Napier a dit il y a des années de cela à un jeune Bruce Wayne après avoir tué ses parents devant lui. Oui, dans cette version du personnage, c'est le Joker qui a créé Batman et Batman en échappant Jack dans une cuve de déchets toxiques dans une usine, déformant son visage, c'est Batman qui a créé le Joker aussi. Ça, c'est du développement de fou du côté des personnages. Le film a pris un gros risque en changeant les origines de ces deux icônes du même univers. Et ça aide le film en tabarnouche, comme on dit. La confrontation finale se produit durant une parade que le Joker organise pour le bicentenaire de la ville. La ville était capable de s'organiser, alors le Joker organise une parade lui-même, en dansant sur du Prince d'ailleurs, et attire toute la population de Gotham dans un piège mortel avec un gaz hilarant de son cru, le Smilex. Éventuellement, Batman arrive pour sauver Vicky, sauver Gotham, jusqu'à ce que lui et le Joker s'affrontent au top d'une cathédrale. Et dans un move assez controversé à l'époque pour le film, et encore aujourd'hui, Batman laisse le Joker tomber de la cathédrale jusqu'à sa mort. Et même dans la mort, le Joker de Nicholson a quand même le dernier rire. Une fin assez appropriée pour le personnage pendant que j'y pense. Et c'est ainsi que Batman sauve Gotham, sauve Vicky, la police lui fait confiance enfin et le bat-signal est allumé pour la première fois dans le ciel. Signalant ainsi que la prochaine fois que Gotham sera en péril, Batman sera là pour les aider une fois de plus. Du côté des personnages, Michael Keaton est un très bon Batman, il a un Bruce Wayne, ma foi, très charismatique. Il est solitaire, un peu excentrique, et il joue Bruce Wayne comme un homme qui a beaucoup de choses à cacher, mais qui refuse de l'avouer aux personnes autour de lui. Et pour moi, sa meilleure scène est lors d'une rencontre qu'il a avec Vicky dans son appartement et qui tente de lui dire qu'il est Batman, mais qui n'est pas capable de sortir les mots de sa bouche, qui n'est pas capable de le phraser correctement, au point où quand Vicky part répondre à quelqu'un à la porte, il se tourne et se murmure à lui-même « Je suis Batman, je suis Batman ». Et en passant, qui n'aime pas la phrase classique que Keaton a peaufiné lui-même? Je suis Batman. Avec cette voix aussi. Oh, trop génial. Mais soyons honnêtes, la vraie star du film est Jack Nicholson dans le rôle du Joker, l'un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma.
Le film parvient à trouver la parfaite balance entre drôle et épeurant pour le Joker de Nicholson. Dans une scène, il empoisonne des produits de beauté de toute la ville, mettant des millions de personnes en péril, et dans une autre, il détruit une galerie d'art en dansant sur du Prince. Vraiment, Nicholson est né pour jouer le Joker. Il est né pour ce rôle. Il a tellement de répliques mémorables en plus. Oh mon Dieu. Comme par exemple, dans la scène où justement il annonce à Gotham à la télévision, en grande nouvelle, qu'il a empoisonné les produits de beauté de la ville, il dit ceci. Ah, je sais ce que vous vous demandez. Ouais, est-ce que je peux me procurer ces fabuleux produits? C'est ça le gag. Si ça se trouve, vous les avez déjà achetés. Ou encore dans une date qu'il a avec Vicky dans le musée qu'il vient de détruire. La prochaine réplique, je dois la dire en anglais parce qu'elle est meilleure en anglais. Mais Vicky lui demande qu'est-ce qu'il veut. Il répond ma face sur le billet $1. Et il répond vous plaisantez ou You must be joking. Et il répond Do I look like I'm joking? J'ai l'air de quelqu'un qui plaisante avec le sourire permanent d'en face. C'est dur de le prendre au sérieux, mais absolument terrorisant. C'est incroyable. Tout simplement fabuleux. Dans le rôle du love interest, comme on dit en anglais, le rôle de l'intérêt romantique du film, on retrouve Kim Basinger dans le personnage de Vicky Vale, la photographe journalistique de Passage à Gotham, en équipe avec le personnage de Robert Wall, Alexander Knox. On sent très bien sa complicité avec Bruce, sa peur bleue du Joker, son manque de confiance envers Knox. Quoiqu'il y a une réplique chez elle qui me laisse un peu perplexe. Quand elle vient juste d'arriver à Gotham, elle est dans le bureau d'Alexander Knox, il lui demande qu'est-ce que vous venez faire ici? Puis elle lui répond j'aime les chauves-souris. Pardon? Que ouais? Vous imaginez un savant qui étudie les chauves-souris, je sais pas comment ça s'appelle, mais s'il était en convention et que quelqu'un lui demandait pourquoi vous vous intéressez autant à ces animaux et qu'il répond j'aime les chauves-souris. Les gens seraient genre quoi? De quoi tu parles? En tout cas, je trouve que ça sonne louche. C'est peut-être juste moi qui ai l'esprit mal tourné, mais ça sonne bizarre comme réplique. Aussi, on retrouve l'excellent Michael Goff dans le rôle d'Alfred, le mentor, majordome et meilleur ami de Bruce Wayne. Il est doux, chaleureux, rempli de compassion. Il ajoute une belle légèreté au film. Ça, j'adore ça de cet acteur-là. Aussi, c'est l'un des 2 seuls acteurs à revenir pour les 4 films de cette série de 1989 jusqu'à 1997. Ça, d'après moi, ça en dit long sur la qualité de sa performance et son enthousiasme par rapport à tous ses projets. Enfin, le dernier acteur que je voulais mentionner est Robert Wall, dans le rôle de Knox, le journaliste que personne ne prend au sérieux et qui enquête depuis des mois sur Batman. C'est vraiment divertissant de le voir tenter de résoudre le mystère qu'est Batman puis être complètement dans le champ, au point où tout le monde au travail se moque de lui. Alors qu'on sait très bien que c'est lui qui a raison, en fait. Aussi, j'adore sa rencontre avec Bruce Wayne. Et il est dans son manoir durant une grosse fête organisée par la ville pour célébrer le festival, faire des fonds pour le festival, peu importe. Et il tente d'interviewer le commissaire Gordon par rapport à un incident avec Batman du début du film. Et il se perd dans le manoir avec Vicky et se retrouve dans cette pièce avec des mannequins recouverts de costumes étrangers partout sur les murs. Et il regarde ça, il en voit un, il dit ça vient d'où ce truc-là? Il faut-tu assez gaspiller de l'argent pour acheter ça? Et Bruce Wayne est juste derrière lui pour lui demander ben c'est japonais. Comment vous le savez? Ben je l'ai acheté au Japon. Vous êtes qui vous? Bruce Wayne. Oh! Bref, j'ai trouvé ce moment-là assez drôle, merci. Du côté des effets spéciaux réels, la Batmobile est peut-être le véhicule le plus cool de l'histoire du cinéma. Mais c'est le Batwing, l'avion de Batman qui vole le show, alors qu'il a l'une des meilleures shots du film en parcourant les nuages et en formant le logo de Batman juste ici sur la lune. Ça, c'est une prise de vue extraordinaire. Les scènes d'action sont bonnes, quoique courtes pour la majorité d'entre elles. Les costumes sont tellement bons. À part que Batman ne peut pas tourner la tête. Il doit se déplacer comme ça. Et ce n'est pas avant celui de Christian Bale que Batman pourra faire ça comme ça,
pour vous donner idée. Que ce soit le costume de Batman tout noir et jaune, ou encore les multiples habits rocambolesques du Joker, dont le célèbre complet violet, ou encore un costume de mime pour tenter de passer inaperçu à l'hôtel de ville. Parce que s'il y a un truc qui passe aperçu à un hôtel de ville, c'est un mime, on le sait tous! J'adore les costumes. Et le maquillage de Nicholson, avec le sourire permanent, la peau blanchie, les cheveux verts foncés, les lèvres rouges, c'est pratiquement le Joker des bandes dessinées mis à l'écran en chair et en os. C'est absolument fantastique. La dernière chose que je tiens à mentionner avant d'aller à ma conclusion est la musique de Danny Elfman. Quelle composition fantastique. Peut-être la meilleure de sa carrière. Aisément. Le thème de Batman est sombre et héroïque. Et le thème du Joker que vous entendez présentement, Waltz to the Death, la valse mortelle, sonne comme un thème de cirque, mais plus sinistre un peu. C'est vraiment... ça fit le personnage à merveille. Plusieurs autres pièces se démarquent, dont celle-ci aussi, Photos Beautiful Dreamer, où le Joker tombe en amour tout simplement en regardant une photo de Vicky Vale, ou d'autres pièces, comme par exemple Descent into Mystery, Finale, Flowers. Plusieurs de ces pièces sont vraiment magnifiques. J'adore écouter cette soundtrack, et si vous avez une application comme Spotify, si c'est là-dessus, je vous recommande de l'écouter aussi. Aussi, Prince a composé, oui, le Prince a composé un album de musique complet dédié à Batman pour le film. Quelques-unes d'entre elles jouent dans le film, dont Party Man et Trust, deux scènes dans lesquelles le Joker danse là-dessus. Ça m'amène aussi un questionnement. On peut pas vraiment mettre une époque au film. Le style est gothique, les plans de la ville de Gotham sont surréalistes, on dirait des peintures, et les gangsters s'habillent comme dans les années 30, mais le Joker de Nicholson danse sur du Prince. Ça fait très années 80, très années 30, très semi-futuriste. C'est vraiment intéressant comme style, je trouve. J'ai pensé à ça, c'était pas dans mon script. J'ai pensé à ça juste en réfléchissant à la musique de Prince. Mais bon, le Joker danse sur du Prince dans 2 scènes. C'est assez divertissant, merci. Pour moi, Batman est l'un des meilleurs films des années 80, ainsi que l'un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. Depuis que je l'ai vu quand j'avais 10 ans, ça a toujours été un de mes préférés, mais un point de controverse que le film avait à sa sortie, et que ce n'est pas une version très fidèle au personnage de Batman. Et à ça, je réponds ceci. Batman existe depuis 81 ans. Il existe depuis 1939. Il a passé à travers tellement d'époques différentes, tellement de styles différents, tellement d'artistes et de scénaristes différents, tellement de séries télé, de films, tout le gros kit. On peut pas vraiment mettre un seul style au personnage, je trouve. Je trouve que tous sont valides les uns les autres parce que chacun représente l'époque à laquelle ils ont été créés. Pour moi, cette version de Batman à la Tim Burton est aussi fidèle au personnage que les films de Christopher Nolan, ou encore ceux avec Ben Affleck, ou la série des années 60, ou Batman la série animée, ou tous les autres cartoons de Batman. Tous ont leur place dans l'existence du personnage. C'est certain que certaines versions sont meilleures que d'autres. Mais selon moi, tous sont valides d'exister. Et je trouve ça dommage quand on parle des nouveaux films de Batman parce qu'ils éclipsent souvent les plus vieux. Et je voulais commencer avec le Batman de 89 parce que je voulais créer un nouvel intérêt envers ce film dans mon entourage. L'histoire est unique et bien structurée, les acteurs font tous un travail phénoménal, la musique est ça coche comme on dit ici au Québec. C'est ainsi donc que j'accorde à Batman de Tim Burton un 10 sur 10. C'est ainsi que je vous dis à la prochaine pour la suite de cette rétrospective Batman avec Batman Returns, également de Tim Burton. Ciao!